Cette semaine dans Afrique, nous nous rendrons en Tunisie, 5 ans après la révolution qui a renversé le dictateur Ben Ali. Au Soudan, nous suivrons des chauffeurs de tuk-tuk qui rivalisent d'imagination pour attirer les clients. Enfin, nous verrons comment le rugby fait son retour en Algérie après avoir disparu à la fin de la colonisation française. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Un nouveau cas confirmé d'Ebola en Sierra Leone vendredi a replongé l'Afrique de l'Ouest dans l'épidémie. La veille, l'Organisation mondiale de la santé avait annoncé officiellement la fin de l'épidémie d'Ebola dans la région, avec l'arrêt de la transmission au Libéria. L'organisation avait néanmoins mis en garde contre le risque permanent de nouvelles flambées durant 2016, en raison de la persistance du virus chez les survivants. Rentrée chargée d'émotions à Garissa au Kenya. Lundi, une vingtaine d'étudiants ont repris les cours après 9 mois de fermeture de leur université. Début avril, un commandant islamiste Shebab avait tué plus de 140 personnes sur les 800 fréquentant l'établissement. Les survivants avaient été transférés dans d'autres universités. Le recteur de Garissa a annoncé l'installation d'un poste de police au sein du campus et la future construction d'une clôture autour. Ce vendredi, des islamistes somaliens Shebab ont pris d'assaut un camp du sud de la Somalie, hébergeant entre autres des soldats kenyans de la force de l'Union africaine. Le nombre de morts reste inconnu. Jeudi, des centaines de personnes ont manifesté dans les rues d'Abuja au Nigeria. Elles réclament la libération des 200 lycéennes enlevées par le groupe islamiste Boko Haram en avril 2014. Le président Muhammadu Buhari a ensuite reçu les parents des victimes et a ordonné l'ouverture d'une nouvelle enquête. En décembre, il avait affirmé que Boko Haram était techniquement vaincu, mais depuis cette annonce, le groupe a mené plusieurs attaques. Le président burkinabé a formé mercredi son gouvernement 2 mois après son élection. Depuis l'indépendance du Burkina Faso et 9 chefs d'État issus de l'armée, Roch Marc Christian Kaboré est le premier civil élu démocratiquement. 2 partis d'opposition sont représentés parmi ses 30 ministres. Lui s'est attribué le portefeuille de la défense. Dans un pays marqué par les coups d'État et les putschs militaires, la réforme de l'armée est une préoccupation majeure. La mode, vecteur de paix en Centrafrique. Diane Graziella Kepfoy y croit. Cette styliste a organisé samedi un défilé avec la participation de Miss Centrafrique 2016 et des personnalités de différentes ethnies. Objectif, promouvoir la réconciliation entre les communautés en plein processus électoral dans un pays ravagé par les conflits entre musulmans et chrétiens depuis 3 ans. Et nous terminons ce tour d'actualité au Bénin. Comme chaque année, adeptes et touristes se sont retrouvés dimanche à Ouidah, dans le sud du pays, pour fêter le culte vaudou. Cette semaine, la Tunisie célèbre le 5e anniversaire de la Révolution. Après de longues années de répression, les Tunisiens peuvent enfin s'exprimer librement, mais cet acquis reste fragile. Bouletskan, c'était le nom de cyberdissident de Skanker Hamta sous le régime de Ben Ali. Le 6 janvier 2011, il est emprisonné puis torturé dans les geôles du ministère de l'Intérieur tunisien. Il avait 16 ans. 5 ans après la Révolution, il trouve que les changements ne sont pas suffisants. Il y a un constat plutôt positif si on compare ces 5 années et la Tunisie d'aujourd'hui à la Tunisie de Ben Ali. Mais par contre, si on compare la Tunisie d'aujourd'hui à la Tunisie de laquelle on a rêvé le 15 janvier matin après le départ de Ben Ali, là, le constat est plutôt décevant. La Tunisie est citée comme exemple après une transition politique réussie. Sa constitution, votée en janvier 2014, proclame de nombreux droits et libertés. Mais d'après l'analyste Michael Ayari, l'ensemble reste encore fragile. L'État doit se renforcer à mesure que la liberté se renforce. Et ce n'est pas l'État qui se renforce au détriment des libertés. Et ça, c'est quelque chose de très grave, puisque en dehors du déclaratif, en dehors de la Constitution, qui ne s'est pas encore, disons, développée sous forme de loi, de code civil, etc., il n'y a pas grand-chose. Et si l'État, à un moment donné, continue d'être dans cette perspective, il va considérer que pour se renforcer, il faut qu'il réduise les libertés. La loi antiterroriste votée en juillet prévoit notamment 15 jours de garde à vue sans accès à un avocat. Abdesattar Ben Moussa, prix Nobel de la paix et président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, s'inquiète de l'état des libertés dans le pays. Je crois qu'on craint quand même, c'est vrai, on craint que sous prétexte de combattre le terrorisme,
on porte atteinte aux libertés. Et il y a maintenant des pratiques d'atteinte aux libertés. En 2015, la Tunisie a été touchée par 3 attaques majeures revendiquées par le groupe djihadiste État islamique et qui ont fait 72 morts, dont 59 touristes. Suite au dernier attentat en novembre, l'état d'urgence a été déclaré, puis prolongé, normalement jusqu'en février. Des sièges en tigre, des autocollants de tigre, des griffes de tigre. Voici le tuk-tuk de Bara al-Din Yassine, alias le tigre. Il a dépensé presque 200 $ pour le décorer. Ça crée plus d'opportunités pour avoir plus de clients. Si quelqu'un vient avec toi, peut-être qu'il va te rappeler. Il faut une deuxième chance. La première fois, c'est une introduction et la seconde, c'est pour les affaires. Au Soudan, la compétition est dure pour les tuk-tuk importés d'Inde. Ils sont plusieurs milliers de conducteurs à Khartoum pour un salaire entre 10 et 30 $ par semaine. Aklilou est un habitué du tigre. Pour ce professeur d'anglais, la fidélité et le design sont importants. J'aime bien le design du tigre et le fait qu'il connaît tous les endroits où je veux aller. Un des lieux phares pour personnaliser son tuk-tuk, c'est chez Toumadi. Ici, on peut changer toutes les banquettes et installer de nombreux accessoires. Un investissement qui peut être gagnant, même si beaucoup de conducteurs ne sont pas propriétaires de leur bolide. Le tuk-tuk est comme sa maison pour un conducteur. Il faut qu'il le décore pour être de bonne humeur, même si ça coûte de l'argent. Ça le rend différent de ses autres frères qui ont aussi des tuk-tuk. Et les clients aiment bien les tuk-tuk sympas. Les gens préfèrent ceux qui ont des lecteurs de cassettes, des accessoires et une bonne lumière. C'est plus joli et plus rapide que les autres. Les gens arrêtent toujours les tuk-tuk qui ont ces choses-là. Khartoum compte 4,6 millions d'habitants et dans un pays en crise où le taux de chômage dépasse les 30%, le tuk-tuk reste une option moins chère que les taxis et les bus. Le traditionnel maillot vert et blanc, les encouragements du public, l'hymne algérien, voici le premier match officiel de l'équipe nationale algérienne de rugby. Plus d'un demi-siècle après l'indépendance du pays, la première équipe de rugby a vu le jour le 18 décembre dernier. Et pour les fans du ballon ovale, c'est un moment important. Je trouve extraordinaire qu'on introduise en Algérie un nouveau sport la jeunesse algérienne est un peu plus attirée par le football que le rugby. Donc je pense qu'il faut de plus en plus promouvoir ce sport et promouvoir d'ailleurs d'autres sports qui ne sont pas connus en Algérie. Pour son premier match, l'Algérie affrontait sa voisine tunisienne, classée 38e équipe du monde. Score final, 16-6 pour les locaux. Un moment de fierté pour ces joueurs dont la majorité a grandi à l'étranger. Tous les joueurs, n'importe où en Europe, qui sont en Nouvelle-Zélande, qui sont en Australie, qui sont en France, qui sont en Angleterre, la priorité dans sa carrière, c'était de venir jouer en Algérie. L'idée de créer une équipe algérienne est née en 2007, quand un groupe de joueurs évoluant en France ont voulu faire revenir ce sport dans leur pays. Un premier club a été créé à Oran, suivi d'une dizaine d'autres dans tout le pays. 9 ans plus tard, la fédération nationale est enfin reconnue. Nous, aujourd'hui, on veut instaurer le rugby par petites gouttes pour éventuellement, dans 10 ans, avoir notre propre culture de rugby en Algérie. La fédération veut faire entrer le rugby dans les programmes sportifs scolaires et grimper peu à peu les échelons des nations africaines de rugby, largement dominées par les Springboks sud-africains. Avec un but en tête, jouer la Coupe du Monde de 2019 au Japon. Tout est prêt au Rwanda pour accueillir l'édition 2016 du championnat d'Afrique des Nations. C'est ce qu'a déclaré mercredi le président de la Fédération rwandaise de football et du comité local d'organisation, Vincent Nzamwita. 16 équipes du continent s'affronteront du 16 janvier au 7 février. La semaine prochaine, nous nous rendrons au Malawi, où des centaines de Mozambicains ont trouvé refuge lorsque le gouvernement a incendié leur foyer pour retrouver des membres de l'opposition. À la semaine prochaine.